Bonjour à toutes et à tous, troisième séquence de ce podcast éthique Covid-19. Nous sommes avec Catherine Olivet, présidente de France Alzheimer 93, Noémie Nolot, qui est membre d'Handidactique, qui vit avec un handicap et qui est conseillère auprès du directeur général de l'ARS des Pays de Loire. Benjamin Pichot est avocat, ancien membre du Conseil de l'Ordre au barreau de Paris. Et Jean-Luc Noël est psychologue clinicien. Et c'est à Jean-Luc Noël que je voudrais m'adresser pour commencer sur cette question qui nous est beaucoup revenue de comment on fait dans un établissement, que ce soit un établissement pour personnes âgées ou un établissement pour personnes handicapées, d'une part pour faire adopter les mesures barrières, mais plus encore pour gérer cette question de la contagion et de la contagiosité possible, que ce soit celle des professionnels ou que ce soit celle des personnes accueillies, a fortiori avec des personnes qui peuvent avoir des difficultés pour comprendre la situation. Et puis dans un contexte où les masques sont peut-être pas aussi nombreux qu'on le souhaiterait, et la possibilité de tester les personnes peut être problématique. Jean-Luc Noël voulait réagir sur ce point. Ouais, la question de la contagiosité dans les établissements est présente depuis le début. C'est avec cette crainte, petit 1, de transmettre le virus sans le vouloir. Donc les soignants faut avoir cette crainte-là vraiment de contaminer les résidents. Cette crainte de l'attraper pour soi et pour sa famille. Cette crainte qui ne pouvait pas être apaisée par le doute, parce qu'on ne sait pas si l'on est malade, si l'on est symptomatique ou pas. On ne sait pas si les masques vont suffire à protéger quand on n'en a pas. Et donc toute cette question-là crée beaucoup d'angoisse qui a pu donner aussi lieu à des inquiétudes et surtout à de l'isolement, parce que moi ma crainte est souvent quand on a peur d'être contagieux, c'est qu'on ne rentre pas dans la chambre. Et donc on en rajoute finalement du confinement nécessaire pour protéger l'autre à un confinement encore plus important parce qu'on a peur d'être contagieux ou de rendre l'autre malade. Ça va se compliquer encore plus lorsque la personne a des troubles cognitifs. Donc là, c'est des questions qui se posent et qui nous engagent tous, parce que ça veut dire que si l'on doit maintenir quelqu'un dans sa chambre, qui le surveille, qui l'empêche de sortir? Est-ce que des soignants, finalement, dans leur manière d'être, c'est leur manière d'être que d'interdire quelqu'un de sortir, même si c'est pour son bien, même si c'est pour sa sécurité? Donc ça pose beaucoup de questions qui se doivent d'être réfléchies peut-être d'une manière, aller presque avec un pas de côté un peu différente, parce qu'on pense souvent sur interdiction de sortie, ne pas faire, ne pas aller à la rencontre de l'autre, alors qu'on pourrait peut-être le voir un peu différemment. C'est-à-dire que face à cette réalité, qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est-à-dire que pour ne pas sortir de sa chambre, il faut avoir quelque chose à faire dans sa chambre. Et c'est là où les questions de moyens risquent d'être limitées, parce que si on a de quoi mettre, et c'est là où il faudra que chacun s'investisse, et pas uniquement les soignants, toutes les personnes ressources puissent s'investir, mais si on a de quoi permettre à la personne de rester dans sa chambre sans angoisse et avec une certaine occupation, on résout ce problème du confinement et de l'interdiction que l'on va donner. Mais c'est des questions qui habitent tous les professionnels, parce qu'il est vraiment extrêmement difficile de répondre à l'angoisse de quelqu'un qui vous dit « mais moi je veux sortir, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas sortir ». Et ça nous met dans des situations très délicates, ça nous fait prendre des décisions qui sont parfois, absolument pas éthiques. C'est-à-dire que si l'on est obligé de fermer une porte à clé, si on est obligé de contraindre d'une manière ou d'une autre la personne. Et donc c'est vraiment des conflits qui sont très importants pour le personnel et qui nécessitent justement une réflexion là aussi collective et une réflexion d'équipe pour y donner du sens. Si je reprends les deux points là qui viennent d'être abordés, il y a premièrement la crainte d'être soi-même contagieux ou d'être contaminé et possiblement de ramener la maladie chez soi. C'est en gros ce que vous dites, c'est que ça peut pervertir ou en tout cas fragiliser la relation de soins et la relation à l'autre dans cette relation de soins qui est souvent en plus dans ces établissements aussi une relation de corps à corps. Bien sûr, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument qu'on arrive à prendre en compte. C'est que dans cette relation, il y a deux personnes. Il y a le soignant et il y a le résident ou il y a le patient. La crainte de l'autre a forcément un impact sur celui qui reçoit les soins et vice-versa. Et je crois que là, il y a quelque chose aussi qui a parlé avec les résidents. Moi, j'ai parlé avec des résidents du Covid. Ils avaient une attitude qui était nettement plus raisonnable que de la majorité des soignants parce qu'ils étaient en disant, vous savez,
savez, nous on a connu la guerre, vous savez, il y en a une qui m'a dit avec beaucoup d'humour, si je pars avec le Covid-19, au moins je ne partirai pas seul. Donc il y avait quelque chose d'assez dédramatisé chez eux et qui peut être aussi une réponse à cette question-là. C'est-à-dire qu'en parlant ouvertement avec les résidents des contraintes, de la peur que l'on peut avoir d'ailleurs d'être contagieux ou de tomber malade, il y a quelque chose qui peut prendre sens à la relation et qui peut redonner, en dehors du corps à corps, un esprit de pensée à la relation de soignant-soigné et qui devient une relation humaine, plus qu'une relation soignant-soigné. Et je crois que c'est aussi un peu ça que ça nous amène à penser, c'est qu'on est chacun dans le même bateau, c'est ce qu'on dit dans la contagiosité, c'est qu'il y a des malades, mais les malades, ça peut être ceux qui soignent ou ceux qui sont soignés. Et donc là, j'allais dire, cette humanité, on la partage tous, et je crois qu'il est le moment aussi de pouvoir en parler ensemble, et peut-être aussi de s'apaiser, comme ça. Je connais des résidents qui veulent pas et qui disent aux soignants, non mais venez pas, moi j'ai pas, si je suis malade, j'ai pas envie que vous tombiez malade et que vos enfants tombent malades. Et je crois que c'est des choses qui doivent pouvoir se mettre en parole et qui doivent se mettre en pensée dans les établissements. Ça apaisera aussi beaucoup d'angoisse. Sur le deuxième point abordé, des personnes qui, du fait des troubles cognitifs, peuvent avoir des difficultés, la question de leur isolement en chambre, on a vu dans l'enquête qu'on a menée ces dernières semaines auprès des EHPAD qu'un certain nombre d'établissements font quasiment une balance risque-bénéfice en se disant ok, si une personne par exemple avec une maladie d'Alzheimer est contaminée, le choix que j'ai c'est de la maintenir dans sa chambre, mais il y a un risque aussi, des risques importants. On va la maintenir comment? Est-ce qu'on va l'enfermer? Est-ce qu'on va user de médicaments? Est-ce que ça, les dilemmes, ils sont posés de cette façon-là dans les établissements en termes de risques et de bénéfices, ou est-ce que les équipes, finalement, compte tenu de ce que ça impliquerait d'isoler réellement les personnes, adoptent des stratégies un petit peu différentes? Jusque-là, j'allais dire, les choses évoluent de jour en jour. Jusque-là, la question du bénéfice-risque, en particulier dans les UVP, était là, en se disant, mais est-ce que la contrainte ne sera pas plus délétère que le Covid? Mais c'était quand on pensait, quand les gens n'étaient pas malades. Parce que la question, elle va se poser différemment. Maintenant, si une personne qui a des troubles cognitifs est atteinte de la maladie et se met à déambuler, ce n'est pas simplement lui qu'on touche, c'est aussi les autres qu'il va potentiellement pouvoir contaminer. Et je crois que c'est la question qui se pose d'une manière totalement différente en termes, est-ce qu'on peut le laisser aller avec les autres? Et c'est quelque chose qui est pour moi assez nouveau et qui est assez complexe à penser, parce qu'on le voit bien dans une UVP, d'enfermer les gens dans leur chambre est quelque chose qui est contre nature. Les personnes sont justement en UVP pour ne pas être enfermées dans leur chambre. Mais pour autant, là, le paradigme change, parce que est-ce que finalement la personne qui n'a plus finalement sa capacité de raisonnement et souhaite déambuler peut infecter les autres? Est-ce que finalement on peut le laisser faire? Et c'est vraiment une question qui va se poser maintenant. Donc après, évidemment, ça engage les moyens habituels de contraindre, peut-être même de donner des médicaments, des choses qui vont vraiment poser des questionnements éthiques. J'engage toutes les unités à les réfléchir de cette manière-là. Mais avec cette nouveauté, on n'est plus dans les mêmes considérations qu'avant. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a des gens malades qui arrivent, et on en voit de plus en plus qui arrivent et qui sont diagnostiqués, et ça change la manière de penser. Je crois qu'il faut qu'on arrive aussi à changer cette manière de penser-là par rapport à nos référentiels habituels. Merci beaucoup. Est-ce que je peux bien sûr me permettre de compléter un petit regard? Les professionnels dans les EHPAD étaient déjà habitués à gérer quelque chose qui est très fréquent tous les hivers, qui sont les épidémies de gastro. Et donc, qui n'avaient pas le cas, enfin, ça pouvait être très dangereux, mais en règle, ils savaient déjà faire les protocoles de barrière par rapport à ça. En général, le malade était confiné dans sa chambre, mais le plus souvent dans des établissements bien organisés, tu avais 3-4 malades qui étaient contaminés par la gastro, et donc le professionnel ne se sentait pas non plus envahi. Il avait ses rituels, il avait suffisamment de masques pour 4 malades, il avait suffisamment de matériel et il savait faire en termes de protocole. Là, c'est complètement différent parce qu'il n'a non seulement rien pour faire face à la masse,
c'est-à-dire protéger les malades, se protéger, protéger des malades entre eux, c'est une équation à trois inconnus. Et puis, il est vrai qu'à partir du moment où il aurait fallu appliquer tous les protocoles, ça veut dire que de passer d'une chambre à l'autre, il faut que le professionnel fasse toute une procédure qui prend du temps. Donc, quand tu n'as pas de personnel en plus pour prendre le temps d'appliquer les mesures barrières en allant d'une chambre à l'autre, les professionnels se sentent obligatoirement en situation d'échec dès le départ. C'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. Jean-Luc Noël. Et ce qui est d'autant plus difficile, quand on parle de gastro, les symptômes, on les connaît. Enfin, j'allais dire, de l'épidémie de gastro, on sait reconnaître les symptômes. On s'aperçoit aussi qu'avec des personnes qui ont des troubles cognitifs, les premiers signes du Covid sont parfois de la confusion, sont parfois autre chose que des signes habituels. Donc, ça veut dire aussi que les soignants doivent garder cette vigilance de soins, mais ça rend encore plus imprévisible et imprévu ce côté de est-ce qu'il l'a, est-ce qu'il l'a pas, quand on revient sur la contagiosité. Au moins la gastro, ça on le voit, il n'y a pas de négociation, on le comprend bien. Mais là, on est toujours dans ce doute. Et finalement, est-ce que le fait que le monsieur soit confus, c'est parce qu'il est déshydraté, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il n'a pas eu de visite, ou est-ce qu'il a le Covid? Donc c'est vrai que cette incertitude rend d'autant plus fragile les équipes, et on se doit de les accompagner aussi là-dessus. Merci beaucoup. D'un dernier commentaire peut-être? Noémie, vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais juste aller peut-être sur un terrain un peu moins sanitaire, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'établissements, beaucoup de secteurs en fait. J'ai pas envie d'éviter parce que je veux pas catégoriser. Je pense qu'à partir du moment où on catégorise, on commence à éteindre certaines personnes. Et donc, on a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont pas du milieu sanitaire et qui pour autant se retrouvent en contact avec les personnes vulnérables. En fait, partons tous du principe qu'on ne sait pas. Il y a des vidéos, il y a des tutos, il y a tout un tas de données. À partir du moment où on est professionnel, peu importe si on entre en contact, juste renseignez-vous. Parce que se laver les mains de façon technique, c'est pas si évident. Et mettre un masque de façon technique, c'est pas si évident. Il y a des infos, juste il faut s'en servir. C'est là que la télévision pourrait servir à quelque chose. Merci à tous. Fin de cette 3e séquence. Merci.